Bonsoir à tous, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Gaëtan Cliquenoy. Monsieur Gaëtan Cliquenoy est un chercheur au CNRS, basé à Nantes, enseignant à la faculté de droit, spécialiste du phénomène de privatisation des institutions internationales. Le sujet peut paraître un peu compliqué, nous allons l'éclaircir. Bonsoir Monsieur Cliquenoy. Bonsoir, Monsieur Pupin. Ravi de vous rejoindre pour cette émission. Alors c'est vraiment un plaisir de parler avec vous, c'est un sujet très intéressant, je suis heureux que nous puissions enfin avoir cet entretien radio, j'espère que nous en aurons d'autres parce que vraiment vous faites un travail en France qui est assez unique et qui est très important, qui est passionnant. Vous avez publié un livre remarquable, alors en anglais, qui s'appelle European Human Rights, Justice and Privatization, The Growing Influence of Foreign Private Funds, ça veut dire les droits de l'homme, le système international de justice des droits de l'homme et la privatisation, l'influence croissante des fonds privés étrangers sur le système international de protection des droits de l'homme. Alors nous nous sommes rencontrés après la publication par le CAJ d'un rapport sur un sujet connexe relatif à la CEDH et à l'influence des ONG. Vous avez fait simultanément un travail encore plus approfondi, il faut bien le reconnaître, sur l'influence des fondations, des grandes fondations au sein de la CEDH, sur leur jurisprudence, comment ces grandes institutions, alors on entend souvent parler bien sûr de l'Open Society, de M. Soros, mais il y en a beaucoup d'autres, la fondation Rockefeller, la fondation Ford, la fondation Hawke, MacArthur, d'autres qui sont moins connus. Toutes ces fondations sont de plus en plus présentes au sein des instances internationales, des institutions internationales. Ce sont des fondations à base financière et qui tentent d'agir, d'influencer les instances internationales. Donc vous avez fait un travail considérable, remarquable. Donc merci beaucoup tout d'abord de nous accorder cet entretien. Est-ce que vous pourriez vous présenter d'abord en quelques instants et puis également présenter votre travail? Je vous remercie pour vos compliments. Donc en fait, je suis à la base, j'ai fait une thèse de doctorat sur les politiques pénitentiaires et en France et en Belgique. Et puis j'ai ensuite entamé, donc c'était une thèse qui était menée aux facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles et conjointement en co-tutelle avec l'École des hautes études en sciences sociales. Puis j'ai fait un post-doctorat au FNRS à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve sur l'européanisation des politiques pénitentiaires et la question du management et voire de l'influence privée sur les politiques pénitentiaires. Et puis en étant en postdoc et puis en ayant eu la chance ensuite d'être recruté au CNRS, je me suis rendu compte au tout début de mon recrutement au CNRS que pour avoir étudié vraiment en profondeur les politiques pénitentiaires européennes, qu'elles étaient influencées dans les recours qui sont faits contre les États devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait une influence, d'abord que les ONG tenaient une part très importante dans la place des recours en matière pénitentiaire, et que beaucoup d'ONG en fait étaient financées par des fondations privées, par des fonds privés. Et alors, je me suis posé la question de savoir si, finalement, cette matière pénitentiaire, était uniquement, si cette influence privée concernait uniquement la matière pénitentiaire ou si elle s'étendait à d'autres types de contentieux. Et ça a été l'objet d'un travail que j'ai mené pendant 2 ans à l'université de Strasbourg, où j'étais affecté pour ma nomination en tant que chargé de recherche CNRS. Et pendant donc même 2 ans et demi, j'ai eu la chance d'obtenir un financement de l'université de Strasbourg, avec les fonds de grand emprunt, ce qui s'appelait une initiative d'excellence, dont j'ai été titulaire. Et avec ce financement-là, j'ai pu voyager à la fois à New York, à la fondation Rockefeller, en Hongrie, à Budapest, qui contient les archives de l'Open Society. Donc il y a eu un travail à la fois sur les archives des fondations privées, de certaines ONG. Je suis allé en Angleterre
Angleterre, aussi voir les archives de Liberty and Justice, qui sont deux ONG financées également par des fondations privées, mais qui ont la caractéristique d'avoir historiquement introduit beaucoup de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc dans différents contentieux, dont le contentieux pénitentiaire. Et là, je me suis rendu compte, pour le coup, qu'il y avait une sorte d'influence exercée par ces fondations privées, non seulement en matière pénitentiaire, mais en matière aussi de tout ce qui touche aux politiques familiales, à l'avortement, à la religion, aux relations internationales, incluant donc par exemple ce qui a été appelé par les Occidentaux comme une prise de pouvoir par la Russie de la Crimée, d'une sorte d'annexion, de la guerre en Tchétchénie, de la lutte contre le terrorisme menée par les Russes en Tchétchénie, etc. Et que donc ces ONG et ces fondations privées ont tendance à financer ces différents contentieux. Voilà, et c'est un peu donc la méthodologie que j'ai utilisée durant ces 2 années et demie, et après j'ai poursuivi avec une habilitation à diriger les recherches qui a été l'objet principal de mon habilitation à diriger les recherches, c'est principalement étudier cette influence des fondations privées sur la justice européenne. Voilà, donc la méthodologie donc est un mixte de travail sur archives pour essayer d'historiciser un minimum ces phénomènes d'emprise ou de capture, comme j'ai pu les appeler en m'inspirant de la littérature économique qui montre que la régulation, en tous les cas l'influence des lois économiques par le secteur privé est prégnante et à un tel niveau que certains économistes ont appelé ça la théorie de la capture, et j'ai importé cette théorie de la capture au niveau de l'influence du secteur privé sur les droits de l'homme. Oui. Voilà. En fait, c'est très intéressant parce qu'effectivement, la société, le grand public a quand même conscience généralement de l'existence de ce phénomène d'influence profond d'acteurs privés, économiques, financiers, industriels sur les modes de régulation de leurs activités. Ça, c'est un aspect qui est bien connu. Mais ce qui était beaucoup moins connu, donc jusqu'à récemment, c'est qu'il y a un phénomène similaire qui s'exerce dans le domaine des droits de l'homme, alors que on pourrait penser que les droits de l'homme sont à l'abri des tentatives d'influence idéologique, puisque par définition, les droits de l'homme sont censés déjà être connus et identifiés. Alors, comment est-ce que vous décririez ces grands acteurs, ces grandes fondations qui agissent? D'abord, il y a une caractéristique commune, je pense, à l'ensemble de ces fondations. Vous les avez évoquées tout à l'heure, nommées. Donc, il y a effectivement l'Open Society, qui est certainement la plus connue ou une des plus connues, la Fondation Ford, la Fondation MacArthur, la Fondation Hawke, la Fondation Sigrid Rosing Trust. Bon, il y en a encore quelques autres, mais elles ont toutes pour caractéristique d'abord d'avoir leur siège social ou aux États-Unis ou en Angleterre, mais majoritairement aux États-Unis. La deuxième caractéristique qu'elles partagent, c'est qu'elles ont été créées par des manias et des spéculateurs financiers, ou du moins des gens qui ont une vision extrêmement néolibérale. Ce sont des milliardaires qui conçoivent finalement le monde comme un village, et que avec vraiment une vision néolibérale de ce que doit être à la fois l'État, les individus et le marché surtout. Et le marché n'est pas seulement le marché économique, mais c'est le marché aussi dans son ensemble, c'est-à-dire tout doit être conçu comme un marché, et c'est une représentation, je pense, qui partage relativement et qui se reflète bien dans les actions qui mènent devant la Cour européenne des droits de l'homme, et aussi d'ailleurs aussi devant je l'ai pas dit encore, mais devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a une partie du contentieux des droits fondamentaux qui se joue aussi devant la Cour de justice de l'Union européenne, certes de manière réduite par rapport à ce qu'on peut trouver comme phénomène devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais tout de même. Voilà, donc la vision
et celle d'un individu libéral où la liberté serait totale. Et quel est le Voilà, rapport, voilà. quel est le rapport aux États? Est-ce que c'est une vision mondialiste, globaliste, comme on en entend souvent parler? Oui, c'est une vision globaliste. Pour autant, c'est une vision globaliste avec une vision de ce que doit être la globalisation, c'est-à-dire une certaine vision, d'abord influencée par, on va dire, le prisme anglo-américain. Mhm. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a une sorte de vision de ce que doit être une démocratie, une bonne démocratie. Bah, finalement, c'est un régime assez faible qui ne permet pas réellement justement de contrer ce qu'il faut bien appeler une forme d'oligarchie. Et l'autre caractéristique, c'est un soutien aux États occidentaux qui partagent cette vision contre des États historiquement qui pensent différemment. Je pense à la Russie, C'est ça. à la Hongrie, à la Pologne, donc à des régimes qui ne partagent pas cette conviction que les États devraient être des marchés ouverts à la spéculation et aux opérations financières et à ce que devrait être un homme libre, enfin, ce qui est appelé homme libre ou un individu libre, c'est-à-dire finalement qui se conçoit comme détaché de toute forme d'appartenance classique familiale, euh, qui ne doit pas être assigné à une sorte de nature liée à un sexe, voilà. Donc tout ça peut être évolutif dans le temps. Voilà, je pense au mouvement LGTB, donc au mouvement gay, lesbien et transgenre, qui est soutenu par ces grandes fondations privées. Donc on voit bien que la City de London promeut d'une certaine manière le mouvement gay, lesbien, transgenre. C'est assez intéressant parce que le mouvement gay, lesbien, transgenre se définit en général comme n'appartenant pas, enfin étant un peu à contre-courant. On voit au contraire que c'est très mainstream, quoi, du C'est point de vue de cette élite. c'est ça. Et tout ça, donc cette approche, vous l'avez constatée dans l'action juridictionnelle auprès de la CEDH ou de la Cour de justice de l'Union européenne dans les choix d'affaires engagés? Tout à fait. Donc, ce constat avait déjà été fait par une auteure qui s'appelle Hodgson, qui avait fait le constat de ce que, dans un livre publié en 2011, de ce que, au final, les ONG sont majoritairement, en fait, pour le dire, si on veut vraiment résumer les choses, la justice individuelle telle qu'elle est conçue au départ par la Cour européenne des droits de l'homme, hein, puisqu'on a un mécanisme juridictionnel qui permet la saisine de la Cour des droits de l'homme par des individus. En fait, cela demeure en réalité une fiction, tout simplement pour la bonne raison que les ONG qui se sont organisées depuis maintenant au moins 30 ans en requérant ont l'habitude de faire des recours et d'être ce qu'on appelle ce que Marc Galanteur appelle des joueurs répétitifs, c'est-à-dire qu'ils vont Mhm. introduire des recours à plusieurs reprises. Alors des fois sans succès au départ, ils essuient même des échecs, mais au bout d'un moment, à force de répéter les requêtes et les recours, ils finissent par obtenir des avancées. Et ce qu'a montré Hodgson, c'est que les plus grosses avancées sont obtenues par des grosses ONG, les grosses avancées jurisprudentielles. Eh bien, Monsieur Kilkenois, merci beaucoup pour cet entretien. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien. Merci à tous et bonne soirée sur RCF.